Bonjour, cela fait quelque temps que nous avions envie de faire cette émission, une émission analysant une autre émission, bien plus regardée que la nôtre malheureusement, Quotidien, et c'est 1,5 à 2 millions de téléspectateurs quotidiens en fonction des horaires de sa diffusion, donc diffusé tous les jours sur TMC, chaîne de la TNT du groupe TF1 de 19h à 21h. Alors, à quoi ressemble le Quotidien aujourd'hui? À qui s'adresse cette émission? Que reste-t-il de l'esprit originel du Petit Journal, l'émission historique de Canal+, à laquelle Quotidien a pris la suite, et qui se voulait le poil à gratter des politiques cherchant à détruire leur communication? Est-ce qu'une émission comme celle-là, celle décrite comme l'empire du cool à la télévision, a encore du sens et un rôle à tenir dans le paysage audiovisuel français? Pour répondre à toutes ces questions, je reçois 3 invités. Usul, bonjour. Bonjour. Vous êtes chroniqueur, les abonnés d'Aria sur Image vous connaissent bien, vidéaste. Vous aussi, vous observez dans votre émission Rhinocéros, diffusée tous les 15 jours sur Blast et co-animée avec Lumi. Vous analysez, vous observez le monde médiatique et vous avez d'ailleurs consacré une émission sur Quotidien et l'extrême droite d'une 20aine de minutes que je vous invite à aller regarder. Merci de votre présence. Merci. Arnaud Pedram, bonjour. Vous êtes journaliste indépendant et vous êtes aussi porte-parole et cofondateur de l'AJAR. En 2 mots, l'AJAR, c'est quoi? L'AJAR, c'est une association de professionnels racisés qui lutte contre l'antiracisme dans les médias. Parfait, efficace. Merci de votre présence. Et enfin, Aurélien Lefulgog, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue des médias et vous aussi, durant vos travaux, vous avez consacré une de vos études à l'analyse de Quotidien au moment de l'élection présidentielle américaine de 2016, précisément. Et des primaires en France. Merci de votre présence également. Alors, on aurait aimé recevoir Laurent Bon, le producteur de Quotidien, le patron de la boîte de production Bangoumi, avec qui nous avons échangé au téléphone longuement et que nous avons évidemment invité, mais qui a décliné notre invitation. Et c'est bien dommage parce que cela aurait été un débat passionnant sur comment faire de la télévision grand public aujourd'hui dans un contexte d'extrême droitisation de l'offre informationnelle. Mais l'invitation tient toujours. Alors, c'est le dernier extrait qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux et qui a donné lieu à de nombreuses indignations et de nombreux signalements à l'Arcom notamment. On y voit Yann Barthès se moquer de l'accent en anglais d'un Français présent au moment de l'attentat terroriste et antisémite à Sydney. Regardez. Est-il espagnol, italien ou peut-être français? Me, I am very shocked. I am in Australia since just 2 days. Ok, shocked. Il est français. Je vous présente Rias, il a 19 ans, il est footballeur professionnel. Voici son histoire. It's my first time. I say me and my friend go in the to beach. Je vous vois rigoler. Ça vous fait rire, Aurélien Lefulgog? Notre rapport aux langues étrangères a toujours été extrêmement intéressant en France. Donc oui, c'est un cas, il me semble, assez emblématique. C'est-à-dire? Des Français qui essaient de parler anglais. Ouais. Mais sur cette présence-là et cette manière-là de tourner en dérision cette parole à ce moment-là très précis avec ce qui s'est passé, comment vous avez réagi? Parce que je sais que vous êtes un téléspectateur régulier de Quotidien. Oui, il est sur une ligne de crête, là. On est dans un moment dramatique. Et effectivement, dans un moment dramatique, il faut faire extrêmement attention. Et là, il est sur une notion d'humour, effectivement. Et donc, ça me paraît compliqué à tenir comme position. Moi-même, regardant l'extrait, je me suis dit quand même, il va fort, là. On est dans un moment compliqué. On est dans le moment, en fait. Et dans le moment, est-ce qu'on peut avoir ce type de traitement? Donc oui, je me suis posé la question. Arnaud Pedram? Oui, pour moi, c'était la même chose. Pour moi, c'est un extrait qui doit rester sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire Pareil, je partage l'avis que c'est un moment extrêmement difficile, qu'on parle quand même d'une tuerie antisémite,
Et il me semble que c'est contextualisé juste avant, qu'ils prennent ça bien au sérieux après. Mais oui, tout à fait. Alors, juste pour rappeler effectivement le contexte, avant, il y a une longue séquence où on rappelle ce qui s'est passé. Il y a d'ailleurs Gérard Haraud, qui est ancien diplomate, ancien ambassadeur français aux États-Unis notamment, qui est là et qui recontextualise sur la dimension politique de ce qui s'est passé. Donc oui, effectivement, il y a une longue séquence où tout ça est analysé. Et d'ailleurs, Quotidien parle bien d'attentats terroristes antisémites. Et ce moment-là, on comprend que c'est avec la marque de Quotidien, d'amener de l'humour dans un moment difficile, mais pour moi, ça va peut-être un peu trop loin à ce moment-là, où on se dit, bon, quand même, c'est un peu too much. Et après, pour moi, ça rejoint cette attitude très française d'avoir une certaine rigueur sur les langues qui est très souvent d'ailleurs raciste. C'est pas forcément évident au début, mais après ça le devient un peu plus quand il commence à dire oui, il lâche même un wesh. Donc il y a quand même bon, je pense que c'est pas le racisme le plus frontal, mais il y a un sous-texte un peu étrange par rapport au fait que c'est quelqu'un qui a du mal à s'exprimer en anglais, qui a quand même vécu un événement extrêmement traumatique. Il me semble qu'il a sauvé une femme qui était enceinte, qui était au milieu de la tuerie. Enfin, c'est quand même assez lourd et c'est pris de façon assez dérisoire et moqueuse. Sur un registre qui peut tendre un peu à des stéréotypes racistes. Mais ce que vous disiez, faut que ça reste sur les réseaux sociaux, ça voudrait dire que ce n'est pas à la télé qu'on devrait voir ça, ce n'est pas le rôle de la télévision de diffuser ce genre de séquences-là ? Je pense que la télévision, c'est bien et c'est important qu'elle parle de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et il y a plein de séquences qui sont très drôles, dans des moments très graves et qui peuvent être appropriés. Moi, ça me fait penser à l'extrait de Jawad. J'allais le dire. Exactement, après l'attentat. Mais en fait, dans ce cas-là, on se moque de lui parce qu'on ne l'aime pas, parce qu'il a aidé un terroriste et parce que... donc là, il y a une dimension où c'est drôle, mais en même temps, on se moque de lui et on n'a pas vraiment d'empathie forcément. Et là, c'est quelqu'un qui est juste une personne lambda, qui a même aidé des victimes. Dans une tuerie quand même, c'est quand même un sujet un peu sérieux. Ça serait bien de se demander si l'humour est encore approprié à ce stade-là, même dans une émission d'infotainment. Jules ? Oui, je pensais exactement pareil, c'est-à-dire que c'est très très réseau social. J'ai pensé à Jawad aussi, moment très grave, les attentats de 2015 et tout, et je crois qu'il retrouve un logeur, il avait logé les terroristes. Marchand de sommeil. Ouais, c'est ça. Et Internet avait rigolé aussi de lui, de ses dénégations, qui tenaient pas tellement la route, et de la tchatche qu'il avait, il y avait aussi un peu de ça. Et dans un moment hyper grave, isoler un petit truc comme ça, sauf qu'en effet, oui, sur les réseaux sociaux, et on y reviendra, je pense, aux réseaux sociaux, parce que je trouve que c'est vraiment en miroir de TPMP, deux émissions qui se construisent avec ce qui s'est passé sur les réseaux. Chaque fois que je regarde Quotidien, je suis là, oui, ça j'ai déjà vu, oui, ça j'ai déjà vu, oui, ça j'ai déjà vu, et pas grand-chose d'autre que ce qu'on a déjà vu, parfois la veille, parfois l'avant-veille, si c'est lundi, en plus, il y a eu tout le week-end. Donc, oui, voilà, bon, c'est un process, c'est une manière de fabriquer l'émission, vraiment avec les réseaux sociaux. C'est pas étonnant qu'il y ait des fois il y a un peu de zapping, quoi. On scrolle, en fait, dans le Quotidien. Je trouve qu'on passe parfois d'une rubrique à l'autre assez vite, ce qui peut provoquer ce genre de petit décalage. On passe vraiment d'une rubrique à l'autre assez vite, d'un coup c'est l'international, et puis après on revient, et parfois le même sujet revient, comme dans un fil d'actu où il y avait ça au début, puis hop, on retombe sur le même sujet après. Je trouve que c'est très similaire, et je pense que c'est construit par des gens qui en plus, eux, scrollent aussi frénétiquement, mais comme nous, je crois. En tout cas, ce qui permet à CNews, Pascal Praud, Europe 1, de s'attaquer sur toutes leurs antennes toute la journée au lendemain de la diffusion. Par exemple, ici, Sydney, l'indécence de Quotidien. Et puis, par exemple, Gilles William Golnadel, toujours sur CNews, avec toujours le même bandeau. Voilà, ça a été repris beaucoup, cette histoire-là. Est-ce que c'est pas, selon vous, Aurélien Le Foulgoc, aussi peut-être l'illustration de cette histoire-là, précisément, de la fin peut-être d'un cycle sur l'utilisation de l'humour dans une émission comme celle-là ? Je ne pense pas que l'humour en général soit en cause dans cette émission. Là, on est dans un moment particulier, c'est la question de la synchronie, quoi. On est dans ce moment. Donc là, effectivement, l'humour est problématique. Mais l'humour dans cette émission est un instrument de vulgarisation important, est un instrument de passage de l'information. Et donc, c'est leur marque de fabrique. Et c'est la marque de fabrique de Quotidien, mais plus largement, c'est la marque de fabrique historique de Canal+, en fait. C'est cette alchimie qu'ils vont réussir à faire entre information et une forme un peu détendue, en fait. Et donc, ça permet de diversifier les publics, finalement, de l'information. C'est ça l'objectif, en fait. Sauf qu'on est
plus dans la même époque. On n'est pas à l'époque des années 90, de Nulle part ailleurs. On n'est pas non plus dans l'époque du Grand Journal. On est dans une époque où on sait, cette séquence-là, mais comme d'autres, sont toujours instrumentalisées par l'extrême droite politique et aussi médiatique. Et on se demande si finalement ils ont compris ça. Est-ce qu'ils ont compris en fait que peut-être ça pouvait être aussi l'objet de réutilisation, d'instrumentalisation sur, par exemple, l'indécence, voire même la notion de mépris vis-à-vis de ceux qui n'appartiennent pas à la bourgeoisie, pour faire court, Usul. Mais ils en jouent et ils le savent. J'avais mis un extrait dans le Rhinocéros où il posait avec toute l'équipe devant la une. Je crois qu'il avait fait la une de Valeurs Actuelles avec la bien-pensance ou je sais pas quoi. Il en était content, il rigolait. Enfin, même toute l'équipe se disait, quelque part, c'est aussi une marque de... c'est normal qu'on les énerve, l'extrême droite. Donc, à la limite, moi-même, je trouve pas ça mal qu'ils continuent leur ton et qu'ils se laissent pas impressionner et qu'ils continuent. Là, pour le coup... il y en a tellement qui, et on pense à France Inter en particulier, qui au contraire, sous les assauts de l'extrême droite, reculent, n'osent plus faire de blagues, que je trouve ça bien qu'ils continuent. Bon là, on a pris un exemple un peu bizarre, mais... Pourquoi bizarre ? Parce que dans ce truc-là, il y avait un petit décalage avec le moment, etc. Donc l'humour, des fois, en effet, ça marche pas, on essaye, et en plus, voilà, c'est... c'est bien qu'ils continuent et qu'ils s'en foutent, quoi. Voilà. Est-ce que c'est bizarre, Arnaud Pedram ? Est-ce que ce n'est pas quand même souvent ça qui revient quand on parle de quotidien sur une forme de mépris social ? Ouais, je pense que quotidien, donc cet outil de l'humour, je pense qu'il a sa place et qu'il est intéressant pour beaucoup, et beaucoup de gens qui rentrent n'ont pas forcément envie d'avoir une rencontre avec des sujets difficiles de la société de façon hyper lourde. Mais des fois, je pense qu'il n'y a pas vraiment de réflexion sur est-ce que l'humour est vraiment efficace ou est-ce qu'il est vraiment intéressant. Et je trouve que souvent... Ou pertinent. Et ça peut arriver du coup assez régulièrement que l'humour en fait les empêche de sortir de la surface. Et du coup, donc moi ça me fait penser au reportage avec Jordan Bardella au Salon de l'Agriculture, il me semble. Et on a une situation où on essaie de rendre comique le fait que ils n'arrivent pas vraiment à avoir une séquence, ils n'arrivent pas vraiment à avoir Jordan Bardella ou ces travailleurs qui partagent quelque chose sur qui il est ou quelle est sa politique. Et du coup, à aucun moment, en fait, on ne creuse en fait quel est le projet politique de ces gens-là. Donc, soit on se moque d'eux. On les met en dérision et on participe un peu à leur fantasme d'humiliation, de cette caste bourgeoise médiatico-politique qui se moque d'eux, les petits Français, etc. Soit on est dans une situation c'est des gens comme les autres, ils n'ont pas de projet politique particulier, c'est un peu drôle peut-être ce qu'ils disent, mais il n'y a rien, en fait il n'y a pas matière à s'inquiéter, quoi. Aurélien Le Fougrac, est-ce que vous diriez que c'est un carburant pour l'extrême droite, cette manière-là de tourner en dérision avec peut-être, certains diront, une forme de condescendance et de mépris social? C'est leur marque de fabrique. À partir du moment où vous allez relever chez l'autre ce qui ne va pas, ce qui est de travers, quand vous allez montrer le mur monté par Valérie Pécresse et que vous montrez finalement que tout ça, c'est de la mise en scène, quand vous montrez historiquement, je prends Canal+, au-delà de quotidien, dans leur histoire, le footing entre François Fillon et Nicolas Sarkozy, qui est en fait un Barnum médiatique, vous êtes sur un principe qui est un principe effectivement de moquerie, de décalage. Sauf que c'est pas la même chose de se moquer de gens de pouvoir et de se moquer de quelqu'un qui n'a absolument rien demandé et qui en plus, comme vous le disiez justement, est dans un événement traumatique. Il vient de vivre un traumatisme. Oui, mais je crois que dans le message, il y a un... Et il n'a pas les moyens, de se défendre aussi, quelque part. Oui, mais je crois que dans leur message, il y a un « nous, les Français », en fait. C'est-à-dire ? Je crois que la mise en scène, la reprise de cet individu et de la manière dont il parle à la télévision, ça fait écho à nous tous et à notre imaginaire collectif. Et je crois que c'est ça qui convoque, en fait. C'est pas la moquerie d'un individu en particulier, c'est la moquerie du Français en tant qu'archétype, pardon. Et donc, ils vont convoquer cette dimension archétypale, le rapport à la langue, en fait, étrangère, à travers cet événement. Voilà. Donc, pour moi, c'est plus une montée en généralité qu'autre chose. Et c'est pas pire, non ? Non, parce que c'est pas l'individu qu'on moque, en fait. C'est un rapport général, encore une fois, de notre culture et de notre imaginaire à la langue. Pardon ? Oui, je suis assez d'accord. C'est nous les Français, on galère, on a un accent pourri. Regardez, regardez, c'est un des nôtres. Voilà. Regardez, qui est passé à la télé étrangère, on va le regarder ensemble. Ah bah c'est bien un des nôtres. Ah oui, moi je l'ai pas, vu comme ça. Vous aussi.
Et Arnaud Pedram? Parce qu'on pourrait dire la même chose, par exemple, si on avait dit Le Beauf, quoi. Mais Je pense que c'est à la c'est fois. pareil, c'est une figure sociale, de l'imaginaire collectif. Donc oui, c'est le même processus en fait. Arnaud Pedram? Oui, non, je pense que c'est à la fois un des nôtres, et je pense que Wesh a une identité un peu floue en France, parce que c'est à la fois relié à une identité raciale, et en même temps, c'est devenu aussi un parler populaire qui a dépassé les barrières raciales. Donc oui, je pense qu'il y a une grosse part de nous, les Français, qui sommes si mauvais en anglais, on a un peu de dérision sur nous-mêmes. Mais il y a aussi pour moi un fond de rigueur, une certaine rigueur par rapport à la langue qui ne s'applique pas qu'aux langues étrangères, mais aussi au parler français et parler bien français, qui peut avoir des résonances racistes. Oui, il y a des séquences de moquerie dont je me souviens qui étaient vraiment beaucoup plus axées moquerie. Je sais pas s'ils le font encore, mais quand ils allaient à des concerts avec, je sais pas, Justin Bieber ou je sais pas quoi, et qu'ils voyaient les fans, et là c'était vraiment, on va se moquer des fans et souvent des jeunes, ou alors aller au Hellfest aussi. Il y a toute une histoire de chaque année ils allaient au Hellfest, et c'était que pour rigoler, un peu connivant, et en même temps on se moque un peu des métalleux, ou alors des fans de Justin Bieber, ou alors de machin. Là c'est un peu plus moquerie, mais là ça me paraît en effet plus... oui, je suis plus d'accord comme ça. Ah ouais. Sur cette question de l'humour comme outil dans ce genre de programme télévisé, on a souvent comparé le petit journal et quotidien au late show américain. Late show américain de Jon Stewart ou de Stephen Colbert. Est-ce que, selon vous, Arnaud Pedram, je sais que vous, c'est une histoire que vous connaissez, est-ce que cette comparaison, elle a du sens? Alors, du coup, c'est intéressant parce que moi, je regardais Quotidien quand j'étais petit, en même temps que mon père m'a introduit à Jon Stewart. Et ensuite, j'ai travaillé là-bas aux États-Unis, pas avec Jon Stewart, mais du coup, c'est dommage. Mais du coup, le modèle se rapproche beaucoup de celui du Quotidien. Enfin, je pense qu'ils l'ont cité même explicitement comme une inspiration. Jon Stewart, il est aussi connu pour ses attaques et ses tribunes, notamment autour de la guerre, l'invasion de l'Irak. Et aujourd'hui, du coup, il s'illustre à nouveau sur les discours que les États-Unis portent par rapport au Venezuela et aux frappes sommaires, et les exécutions sommaires qu'ils mènent dans les océans autour du Venezuela. Et ce côté, donc il y a un côté humour dérisoire qu'on retrouve qui est similaire à Quotidien, qui peut être sur des sujets beaucoup plus légers, mais il y a une profondeur que, par contre, je n'ai jamais trop rencontrée dans Quotidien, par rapport à une critique assez radicale de l'impérialisme américain, du militarisme, des discours de mise en guerre, de comment en fait tout ce que décrit Chomsky dans la fabrique du consentement, comment les médias et toute la caste politique s'organisent pour justifier des invasions illégales, des guerres, etc. Et il y a quelque chose dans le Daily Show de cette radicalité qu'on ne retrouve pas autant chez Quotidien. Quand il va y avoir une critique du pouvoir, par exemple sur les abayas, c'était il y a 1 an ou 2, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ouais. Il y a 2 ans. Avec Gabriel Attal. Avec Gabriel Attal. Ils ont fait un reportage que moi je trouvais pas trop mal par rapport à ce qu'on a pu voir comparé à ça, mais qui reste aussi encore sur quelque chose de surface. Ils vont se moquer un petit peu en disant en fait c'est pas un vrai problème. Ce qui est vrai, c'est pas en termes d'échelle, c'est pas un énorme problème. Mais en fait, on n'arrive pas, alors qu'elles sont présentes, les femmes qui portent un foulard, dans le reportage, on les montre se dévoiler à l'entrée, elles ne sont pas présentes, elles n'ont pas de voix, elles ne parlent pas, et en fait, à aucun moment, on se pose la question de, ok, donc on a ces décisionnaires politiques qui créent un problème qui n'existe pas, mais comment ça affecte ces femmes-là? Comment ça affecte ces enfants-là, en fait? C'est des filles. Et ça, c'est quelque chose que aucun média, à part, je crois, Mediapart, n'a vraiment touché. En fait, comment ça se passe quand une institution scolaire donne des règles et du coup harcèle ou humilie des jeunes filles. Ouais. Aurélien Le Fouldoc, pour cette comparaison-là avec les daily shows américains, vous la feriez aussi, ou vous êtes de l'avis d'Arnaud Pedram sur un label en réalité, mais qui ne va pas aussi loin dans la radicalité, par exemple, de la critique média ou de la critique tout court politique? Thierry Ardisson s'est revendiqué du Daily Show lorsqu'il a créé Salut les Terriens, parce qu'il y a une grosse dimension, une grosse approche très show business chez Thierry Ardisson.
Chez Quotidien, c'est pas le cas. Yann Barthès, il se réclame du journalisme. Quand on lui demande ce qu'il fait, il dit qu'il fait un JT générationnel, donc un journal télévisé, tout simplement. Et donc, pour lui, non, c'est pas vraiment le credo. Il se défend comme journaliste. Quand la commission d'attribution à la carte de presse les a attaqués, ils sont défendus sur la question du journalisme et ils sont, bec et ongles sur le journalisme, je pense. Donc, eux viennent du journalisme, ils viennent d'écoles de journalisme, ils ont des grands reporters, ils font des reportages, ils vont à l'autre bout du monde. Et donc, ils se différencient aussi des talk-shows américains sur ce point. Ils font du terrain. Les talk-shows américains font pas de reportage. Ils se rapprochent plus d'une école Thierry Ardisson, d'une école Marc Fogiel, d'une école Laurent Ruquier, où il n'y a pas de terrain et tout se passe sur le plateau. Et donc, il faut que l'événement soit sur le plateau. Donc, effectivement, vous allez construire des émissions dans cette optique-là. Eux ont une posture vraiment journalistique. Et en même temps, il y a la touche française aussi dans le quotidien, c'est que c'est toujours très glamour. On est dans le chic quand même. Dans le cool. Dans le cool, mais aussi dans le chic. Il suffit de voir les sponsors, parce que quotidien, il y a plein de sponsors, et c'est toujours des grandes marques. Il y a un côté très très classe. Et je sais plus, il y avait un sponsor là que j'entendais qui disait pour rester quotidien et branchez aussi votre voiture ou je sais pas quoi. C'est Fiat, je crois. Ouais, si c'est ça. On doit pouvoir citer une publicité, c'est juste avant le début de Quotidien. Et en fait, c'est le sponsor lui-même qui te dit que l'émission est branchée. C'est assez cool. Et puis, le truc glamour, c'est de recevoir des stars hollywoodiennes. C'est quand même très culture, mais de la culture, faut que ça pète, quoi. Faut qu'on ait Angelina Jolie, faut qu'on ait tous les gros films vont faire leur promo quand ils vont en France, ils vont à Quotidien. Donc, il y a quand même une dimension showbiz qui est, c'est pas juste journalisme, quoi. Bah justement, oui, allez-y. C'est aussi qu'en France, on est beaucoup moins à l'aise avec l'ego dans le journalisme, pardon. Il y a quelque chose qui est presque impossible encore en France, et dans la posture de Jon Stewart, c'est Jon Stewart, c'est le Daily Show avec Jon Stewart. Quotidien, il y avait la personnalité de Yann Barthès est assez forte, mais c'est moins le show de Yann Barthès que Quotidien, et il y a quelque chose dans la personnalité qui permet, l'acceptation du personnel dans le journalisme américain, qui permet aussi ce format aux États-Unis de la tribune, du réquisitoire face caméra que Jon Stewart peut faire, qui est impensable en France. Qui demandent aussi des compétences qu'ils n'ont peut-être pas, parce que quand je regarde John Oliver, par exemple, John Oliver, c'est comment ça s'appelle Last Week Tonight. Oui. C'est face caméra, il a tout un texte et tout, mais John Oliver, c'est un comédien. Ouais, c'est ça. Il est hyper bon et il y a du jeu, il y a du vrai jeu. Il remplit la caméra et tout. Et il a une team d'auteurs, il a une writing room remplie de comme tous les talk-shows comme ça, quoi. Donc peut-être que c'est aussi des savoir-faire de toute façon qu'ils n'ont pas. Ça, ouais. Vous parliez des stars qui sont reçues sur le plateau de Quotidien, ce qui nous permet de nous interroger sur ce qui est devenu en fait cette émission. Faut tout simplement regarder les invités qui prennent la place dans l'émission. On va en voir quelques-uns. D'ailleurs, Télérama en a parlé tout récemment. Alors regardez par exemple la Miss France. Là, c'est Audrey Fleurot qui va arriver, qui est une actrice, une comédienne. Il y a également Nikos Aliagas avec Michael Goldman de la Star Academy. Et donc, le point commun entre ces invités, c'est TF1. Voilà. C'est Quotidien vire de plus en plus à l'émission promo de TF1. Ça, c'est Télérama qui le raconte le 21 décembre 2017. Est-ce que vous diriez, Aurélien Le Foulgoc, que ce qui caractérise aujourd'hui Quotidien dans sa version 2025, c'est ça? C'est la promotion du groupe dans lequel il s'insère, puisque TMC fait partie du groupe TF1. Oui, ils ont été accueillis par le groupe TF1, pas de manière anodine. Pour eux, c'est effectivement une manne. Ça permet de rajeunir le public, ça permet de le rendre plus cool. Et donc, ça permet effectivement de promouvoir aussi l'ensemble des émissions du groupe. Donc, c'est un vaisseau amiral, oui, en termes d'audience, énorme, qui permet de ramener un public qui est un public qui n'était pas forcément le public historique de TF1. Il faut se souvenir que Canal+, TF1, ils étaient quand même à couteau tiré. Et donc, Quotidien boulet rouge sur TF1, c'était les beaufs d'en face quand ils étaient à Canal+, sauf que maintenant ils sont hébergés par les beaufs, donc forcément ils sont obligés de les promouvoir. Et donc la deuxième partie de l'émission à partir de 20h est consacrée à de la promotion culturelle de toute façon. Donc on a de la culture américaine, on a le cinéma, la musique, et on a effectivement beaucoup les acteurs, les animateurs du groupe TF1. Oui, ça a été de l'autopromotion. Oui, et on imagine que ça a été une concession qu'ils n'ont pas eu d'autre choix que d'accepter. S'ils vont dans le groupe TF1, ils n'ont pas d'autre choix que d'accepter ça.
Oui, mais dans l'absolu, l'autopromotion, elle est dans tous les groupes médiatiques. Je veux dire, ça fait partie du jeu. Et c'est vrai qu'en échange de quoi, ils peuvent continuer à faire leur travail. Thierry Ardisson, il a claqué la porte, c'est terminé, on ne l'a plus jamais vu en fait. Alors, on va s'interroger si en échange de quoi ils peuvent réellement faire leur travail et continuer à le faire. Est-ce qu'ils continuent à le faire tel qu'ils le faisaient avant? Mais sur cette question de la promotion, ça va même jusqu'à inviter en tant qu'invité un des chroniqueurs de Quotidien, Paul Gagné, qui est l'auteur donc de ce livre, de la rentrée littéraire, qui est, je crois, un best-seller. En tout cas, il est partout. Il a été primé dans le prix Goncourt, notamment des détenus. Pas que, je crois, mais entre autres. Qu'est-ce que ça dit, ça, pour vous, Usul? Je sais pas. Merci, au revoir. Non, vraiment. Je sais pas s'il y avait un... Ouais, non, à Arrêt sur Image, si un journaliste publie un truc, vous l'inviteriez comme invité? Oui, c'est bizarre. On l'a pas fait. Vous l'avez pas fait. Ça peut peut-être donner des idées pour les prochaines fois. Voilà. Ouais, non, on l'a pas fait, c'est vrai. Déjà, c'est quand Daniel ressort un livre, voilà, il peut venir là, ce serait pratique. Non, mais oui, c'est des synergies de groupe. Il faudrait savoir s'il y a un lien avec la maison d'édition en plus, mais je crois pas. Être Gallimard et TF1, non. Non, voilà, donc bon. Non, moi, ça me choque pas plus que ça, parce que c'est vrai que quand tu regardes Quotidien tous les jours et que ça devient une figure familière, ce serait bizarre de pas parler de son livre, je pense, quelque part. C'est ce qu'ils ont dû se dire. C'est-à-dire parce que on en entend, moi j'en ai entendu parler sur France Inter, sur machin, et je me dis, c'est le mec de Quotidien. Donc le truc se collisionne un peu dans ma tête, et je me dis, si je suis un spectateur de Quotidien, ce serait bizarre qu'on parle pas de ce truc-là, dont on parle ailleurs. Parce que, mine de rien, son livre a quand même fait un événement, donc c'est pas juste un petit truc, ça a été un événement littéraire. Enfin, ça fait partie de la rentrée littéraire. J'ai rien à ajouter, je suis d'accord. En tout cas, ça pose la question de est-ce qu'on peut continuer à faire de l'information, et c'était pour rebondir sur ce que vous disiez à l'instant, Aurélien Le Fouldoc, continuer à faire de l'information, puisqu'ils se revendiquent effectivement comme étant des journalistes, dans un format comme celui-là, dans un format où la promotion, voire même l'autopromotion, a pris autant de place. Est-ce que vous, à la fois avec votre casquette de sociologue des médias et de téléspectateur assidu de Quotidien, vous considérez que c'est possible? C'est un vieux sujet. Le vrai journal, c'était déjà la question. Entre Capa et l'équipe de Carl Zero, c'était un peu le grand écart, en fait. Et donc, oui, il y a cette rencontre entre les deux, et ça fonctionne, effectivement, il me semble. Ils ont des gros moyens, ils vont sur le terrain, ils font des éclairages lorsqu'il s'agit des élections américaines, par exemple, comme aucun. Ils vont voir les électeurs américains sur le terrain, au fin fond du pays. Donc, oui, ils font un vrai boulot d'information, il me semble. Et après, c'est une alchimie. Donc, il faut effectivement donner cette promotion culturelle, satisfaire le groupe industriel pour lequel vous travaillez, et donc c'est une danse qu'il faut réussir à mettre en place, qui me semble assez complexe, effectivement, mais voilà. Après, c'est une émission qui dure plus de 2 heures maintenant. Le format petit journal, c'est 30 minutes. Le Daily Show, c'est 30 minutes. Sur un format 30 minutes, c'est plus ramassé, il y a une interview plateau, il y a des reportages du terrain. Quand vous êtes sur une émission de 2 heures, vous devenez un vaisseau amiral comme le grand journal, et donc effectivement, vous allez agréger comme ça une dimension promotionnelle, beaucoup plus d'humour, et donc vous allez faire monter un peu la sauce, quoi. Usul, vous diriez qu'on peut faire de l'information dans ce format-là? C'est la question que pose, je sais pas, des trucs comme Combini, par exemple. Combini, qui est à la fois fait des vidéos un peu informatives et qui en fait est aussi une vaste régie pub où on vient commander du public rédactionnel, et nous en tant que spectateurs, même Brut fait je crois aussi un petit peu ça, nous en tant que spectateurs, quand on regarde ça, on ne sait jamais trop si c'est du public rédactionnel ou vraiment du rédactionnel, si c'est la rédac ou si c'est la régie pub qui nous parle là. Donc c'est vrai que ça peut être compliqué. À Quotidien, bon, il y a peut-être un petit peu de ça aussi, où on sait qu'il y a de la promo, voilà. Et d'ailleurs c'est même dit, je voyais hier recevoir Ariana Grande et je sais pas qui viennent faire la promo de leur film, ou le film avec Jonathan Cohen, là, le dernier truc. Non seulement il y a eu de la promo plateau, où va y en avoir, mais en plus, le film est partenaire de Quotidien et est devenu sponsor de Quotidien. Donc quand on lance sur le site internet de TF1, on a d'abord, je sais plus comment s'appelle le film, mais où Jonathan Cohen, la comédie romantique là, qui vient de sortir, c'est en pré-roll, on a déjà le truc. Bon, on sait qu'on est bouffé de pub et que Quotidien, dans cet écosystème-là, sur la culture, souvent. Oui, après, c'est vrai qu'il faut avoir le regard un peu aiguisé, mais je trouve ça moins confondant que Combini ou Brut ou des trucs comme ça. Ça raconte l'évolution du milieu médiatique, en fait, depuis longtemps, qui se fait manger progressivement par les publicités, par et c'est Patrick Lelay, l'ancien PDG du groupe TF1,
qui en 2004, souvenez-vous, disait TF1 est là pour vendre du temps de cerveau disponible. On est en plein dedans, hein, c'est ça, non ? Avec Quotidien. C'est un des objectifs fondamentaux des médias commerciaux. Faut pas se voiler la face. Ils sont financés par quoi ? Ils sont financés par la publicité. Le Jour où Le Monde, qui est un journal, donc on n'est pas dans l'audiovisuel, mais fait de larges enquêtes sur l'empire de LVMH, ils se font couper les publicités. Bon, du jour au lendemain, ils se retrouvent en difficulté quand même. Est-ce que le magazine Elle fait des enquêtes sur les tests sur les animaux, des cosmétiques ou je ne sais quoi ? Non, forcément, c'est leur premier financeur, la mode et tout. Donc tous ces médias qui sont des médias commerciaux, effectivement, sont nourris par certains secteurs plus que d'autres. Les hebdomadaires, c'est plus l'automobile. Et donc, en l'occurrence, vous ne vous attendez pas de la part de ces médias qui soient ultra critiques, quoi. Oui, alors il y a une différence, et peut-être que c'est là où on va arriver avec la séquence. C'est-à-dire que, par exemple, Quotidien, on l'a vu, on le voit, invite très régulièrement des grands patrons. Des grands patrons d'industrie. On a par exemple Frédéric Duval, le directeur général d'Amazon France. On a les patrons type L'Oréal, EDF, Orange. Bref, ils ont tous été sur Quotidien. Nicolas de Taverneau, le président directoire d'M6 RTL. Ils ont quasiment tous été sur Quotidien. Et vous citiez Le Monde ou d'autres qui font leurs enquêtes et puis qui, à un moment, peuvent avoir des conséquences sur les publicités, par exemple. Sauf que Quotidien ne fait pas tellement vraiment ce travail-là. Et ça, c'est vrai qu'on l'a beaucoup analysé ces dernières années. Je pense par exemple au papier de Loris Guémard, Comment Quotidien prend soin des grands patrons. On est en 2021. Et puis, il y a un autre papier où on a donné la parole à Nicolas Framont, le journaliste. C'était en 2023, un papier signé Paul Aveline. On se focalise sur TPMP, mais Quotidien aussi produit de la violence. Et Nicolas Framont, donc c'est un entretien à la suite de son livre Parasite, où il explique que Quotidien aussi, quelque part, presque plus que TPMP, produit de la violence sociale dans son discours, puisque il donne à voir une certaine bourgeoisie qui parfois peut être méprisante, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais dans ces interviews de grands patrons, il y a très peu on les bouscule très peu, quoi, les grands patrons, quoi. Ils sont plutôt bien, d'ailleurs. Loris Guémard le dit très bien dans son papier. C'est la différence avec Le Monde, par exemple, que vous citiez tout à l'heure. C'est-à-dire que Le Monde peut sortir des enquêtes sur des secteurs qui sont d'ailleurs acheteurs de leur espace promotionnel et publicitaire, ce qui n'est pas le cas de Quotidien. Oui, alors là, on a une position assez compliquée, c'est-à-dire qu'il faudrait prendre des exemples lors desquels finalement Yann Barthès pousse ses invités dans leur retranchement, et je crois pas qu'il y en ait beaucoup. Parce que il est dans une position d'accueil de l'animateur, et donc journaliste, mais animateur. Et donc voilà, dans la position d'accueil, il a toujours cette posture un peu bienveillante et humoristique. Et vous pouvez difficilement concilier quand même la posture bienveillante humoristique et en même temps le côté un peu dedans, que vous pouvez trouver chez certains journalistes ou dans certaines interviews. Donc il n'y a pas ça, effectivement. Et quand vous recevez des grands patrons, ça devient problématique. Quand vous recevez Patrick Poivre-d'Arvor sur le plateau, ça devient problématique aussi, parce que là, il faut y aller, en fait. C'est là que vous devez pousser les personnes dans leur retranchement. Et le boulot n'est pas fait de ce côté, ça c'est certain. Est-ce que c'est une incapacité ou une volonté ? J'en sais rien, il faudra discuter avec eux. Mais en tout cas... Et on aurait bien voulu leur poser la question. Il n'incarne pas sur les plateaux ce côté intranquillisant qu'il faut quand vous êtes face à des pouvoirs. Il faut être quand même ce contre-pouvoir que vous êtes en tant que journaliste et donc intranquillisé. Vous n'êtes plus dans le show business, vous n'êtes plus dans la promotion culturelle, vous rentrez dans un autre registre. Et là, ça devient problématique pour moi. Vous parlez de vaisseau amiral, c'est presque aussi le vaisseau amiral du capitalisme français cool aussi, parce que c'est très tech, il y a des trucs tech, machin, très innovation et ça brille, et on est là en effet pour que les patrons soient mis en valeur. Ne serait-ce que si c'était pas le cas, ils viendraient pas de toute façon. Ils ont une équipe de com qui leur dit si on fait Quotidien, c'est bien parce que voilà, et puis ils préparent et ils voient à peu près ce qui va se poser comme question. En général, quand ils veulent pas parler aux journalistes, ils savent faire. C'est ça, voilà. La plupart du temps, d'ailleurs, ils parlent pas, quoi. Et s'ils parlent, c'est que ils ont un intérêt à aller parler. Et donc oui, c'est ça, une posture d'accueil, une posture qui aide à accoucher. Et alors, moi, pour ce que j'ai écouté à chaque fois, on a un déferlement de com
de la part de... Ils ont vraiment une page publicitaire. Là aussi, on est quasiment dans le public rédactionnel, quoi. J'ai écouté Amazon. Amazon, en fait, c'est génial. Ça permet de rapprocher les Français, qu'on soit à la ville ou à la campagne. On se fait livrer un colis de toute façon. Donc c'est une belle mission, finalement, que celle d'Amazon. C'est une belle marque. Du service public. Et voilà, et c'est presque un service public. Et lui, il déroule le patron, comme ça, c'est magnifique. Et je crois qu'il y a un des chroniqueurs qui se lui dit, enfin, quand même, les petites librairies. Et le patron, il fait, mais ils s'en ouvrent toujours, des librairies, ils s'enferment pas. Et la réponse était très très drôle. Je sais plus quel chroniqueur c'était, qui lui dit, mais alors, elle vous reproche quoi, les petites librairies ? C'est très drôle, parce que là, eux-mêmes ne portent même pas la contradiction. L'autre lui dit, non, mais il n'y a pas de contradiction. Alors, qu'est-ce qu'elle vous reproche ? Et il est libre, le patron, même de reformuler lui-même la polémique ou ce qu'on pourrait lui reprocher. Enfin, c'est sur du velours, quoi, vraiment, c'est assez merveilleux. Non, Arnaud Pedram. Oui, et puis je pense que c'est lié à la fois au médium de la télé, où tout le monde arrive avec... bon, aujourd'hui, on n'a pas de maquillage, mais, Non, mais normalement... Il n'y a pas de budget maquillage, arrêt sur image. Il y a un côté glamour, juste esthétique, visuel. Et donc, n'importe qui, que ce soit Gabriel Attal quand on parle d'Abaya, que ce soit les PDG, arrivent bien propres sur eux. Et on n'a pas aussi autant la tradition dans le journalisme français d'être d'aller chercher les gens dans leur retranchement. Ça, c'est quelque chose que je trouve est plus répandu dans les médias anglophones, mais même chez certains voisins européens, où on va essayer de coincer un peu certains représentants politiques et leur faire dire des choses importantes, quoi. Mais au vu de tout ce que vous dites, vous avez l'air d'être d'accord là-dessus, en tout cas, sur ce côté page promotionnelle pour les patrons, il est où le journalisme, là ? Oui, c'est pas un journalisme d'investigation, c'est certain. Non, mais journalisme tout court, par ailleurs. Sur Challenge, sur tout un tas de non, mais magazines précisément, je parle de quotidien. économiques, vous allez trouver de la bienveillance et des interviews sympathiques de patrons. Ouais, je pense qu'on les analyse suffisamment tout au long de l'année à Arrêt sur image pour être assez d'accord avec ça, mais sur quotidien précisément. Puisque vous disiez, ils ont cette position, cette posture à défendre le fait d'appartenir à la profession des journalistes. Et c'est vrai que ça a été quelque chose d'important dans l'histoire de l'émission, Petit Journal d'abord, sur la question de la carte de presse, vous le rappeliez tout à l'heure. Mais c'est vrai que du coup, forcément, on leur demande du coup d'aller jusqu'au bout de la démarche et de vérifier qu'ils le sont vraiment. Dans ce genre de séquence-là. Il y a une scission. Sur le plateau, on a ce côté accueil bienveillant qui fonctionne très bien en promotion culturelle, qui fonctionne beaucoup moins bien en invité politique, en invité donc économique, qui ont une dimension politique quand même. Et donc quand ils sont à l'Assemblée, quand ils sont sur le terrain avec les politiques, là ils les suivent, là ils vont les travailler. Et sur le terrain, les grands reporters savent faire, on le voit bien dans les reportages qu'ils font. Sur le plateau, on retourne sous les caméras, la lumière et c'est show business. Et donc, les patrons sont ramenés dans la sphère des artistes qui sont reçus entre 20h10 et 21h, donc dans la sphère du show business. Donc, on est effectivement dans une espèce de starification des patrons avec cet effet de plateau. Ouais. Ça fait partie quand même des rares journalistes de plateau qui font de l'extérieur. Donc eux, je pense qu'ils se vivent vraiment comme, voilà, ils partent avec leur petit micro rouge. Il n'y a pas plus tard que hier, il y avait des trucs d'agriculteurs, là, des journalistes de BFM TV ont été pris à partie violemment, avec un mec avec un tracteur qui est rentré dans leur bagnole et tout. Il y a eu les épisodes avec les gilets jaunes, où des journalistes aussi ont été pris à partie. Je pense qu'ils se vivent comme en danger aussi, et qu'ils se vivent intimement comme des journalistes qui font leur truc. Le truc corpo marche bien, ils s'identifient à des journalistes et ils donnent les signes du journalisme quand ils vont avec leur micro vraiment sur le terrain. Je pense qu'ils se vivent vraiment comme des journalistes. Et que le reste, c'est le reste. Je pense qu'ils kiffent aussi le côté glamour, le côté mondain, le côté salon. Mais mine de rien, dans les émissions de plateau, c'est les seuls qui vont dehors. Et vous les considérez comme des journalistes ? Je pense qu'ils font du journalisme à leur façon. Voilà, contraint, c'est un exercice très contraint. Moi, je trouve que c'est pas le journaliste qui fait le plus avancer le débat en France à l'heure actuelle, c'est certain. Ça fait de l'audience, c'est un petit rendez-vous de récap pour les gens de ce qui s'est passé, mais ça fait avancer aucun débat, manifestement. D'ailleurs, il ne porte rien. Il ne porte aucune cause, ou presque pas. Peut-être il y a quelques années, un petit peu plus, au moment mariage pour tous, où on voyait que là, il y avait un combat. Ok, d'accord. Mais sinon, le reste du temps, comme tu le disais sur l'abaya, ils disent « Ah, c'est un peu ridicule quand même de chasser l'abaya », mais sans dire « c'est scandaleux ». Non, on ricane toujours, on dit c'est un peu ridicule. Et donc voilà, je pense qu'ils portent rien. Ridicule, rien n'est vraiment grave. Ouais, voilà, c'est ça.
Et rien n'a de politique. Alors après, je voudrais pas dire qu'il n'y a absolument pas de journalisme chez Quotidien. Moi, je pense qu'il y a eu des excellents reportages. Je pense notamment à leur cellule internationale. Oui. Sur Gaza, ça a été un des rares et peut-être un des premiers médias télévisés qui n'a pas de mission strictement informationnelle comme France 24, France Info, etc., à avoir des journalistes gazaouis qui racontent la réalité dès octobre 2023, ce qui était quand même assez rare dans les médias français. Oui, tout à fait. On va voir d'ailleurs... on a pris beaucoup d'images parce que, et ça vous êtes capable aussi de le dire, Usul, Bangoumi fait payer aux journalistes qui travaillent sur Quotidien les extraits de leurs émissions. Et donc du coup on a limité les extraits vidéo qu'on a diffusés parce que ça coûte cher, surtout pour un média comme le nôtre. Mais vous avez raison, Arnaud Pedram, de rappeler que effectivement Quotidien, très vite après le 7 octobre, a évidemment parlé de ce qui s'était passé, des massacres en Israël, mais a aussi parlé très vite de ce qui s'est passé à Gaza avec ce journaliste qui s'appelle Mohamed Abou Safia, un journaliste qui a été primé d'ailleurs au prix Bayeux du Festival du journalisme tout récemment, c'était en 2024, et tout le long de 2023 et de 2024 d'ailleurs, ils ont continué à couvrir ce qui se passait à Gaza grâce aux images envoyées par Mohamed Abou Safia, mais par d'autres journalistes. Donc c'est vrai que c'est important de le rappeler. Ça peut paraître le minimum syndical dans un endroit où les journalistes n'ont pas accès. Il nous paraîtrait normal d'embaucher des gens qui sont dans la zone et qui travaillent. Mais dans le contexte de racisme exacerbé des rédactions françaises, ça a été quelque chose qui n'a pas été un réflexe pour beaucoup de rédactions et qui nous a empêchés d'avoir des informations sur Gaza pendant extrêmement longtemps et encore jusqu'à aujourd'hui pour certaines rédactions. Parce qu'il y a une suspicion que des gens comme ce monsieur sont probablement affiliés au Hamas, sont des terroristes en puissance, veulent sortir un certain discours de Gaza, sont antisémites, etc., etc. Ils ont un soupçon de culpabilité qui est énorme. Et ça, vous diriez, Aurélien Le Foulgog, que c'est la force de Quotidien de pouvoir continuer, malgré tout ce qu'on a dit là et malgré tout ce qu'on va sûrement dire après, de proposer ces pages d'information, et notamment internationales, sur un contexte de guerre précisément ici ? C'est une caractéristique très forte des talk-shows américains, français, ce prisme international, qui fasse du terrain ou pas. Il y avait beaucoup ça chez Ardisson. Il traitait cette dimension internationale alors qu'il n'allait pas sur le terrain. Eux vont sur le terrain, effectivement. C'est des rares à aller sur le terrain. Je me souviens de Martin Veil qui a fait la route des réfugiés syriens à l'époque. Il était le premier. Les autres ont suivi derrière. Et donc, en l'occurrence, ils sont très forts sur cette dimension. Oui, et ils cherchent, je pense, à être très forts sur cette dimension. Mais ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que cette information internationale, les conflits internationaux, c'est un gros sujet dans tous les talk-shows et dans le monde entier, en fait. Et là, ça détonne par rapport au reste des JT, où la place de l'international devient de plus en plus petite. Si vous voulez suivre, en effet, le Venezuela, l'Ukraine, ou les crises, les tensions actuelles du moment, il y a un petit point dessus dans le quotidien tous les jours et assez compréhensible, a priori. Pour suivre toutes les dingueries de Trump, on voit bien que ils regardent les mêmes trucs que nous aussi sur les réseaux sociaux aussi, quoi. Donc on va avoir un petit résumé le soir pour les gens qui n'ont pas suivi, traduit de ce qui a buzzé en fait dans les médias internationaux aussi, de ceux dont parle la conversation internationale, vu qu'eux ils la suivent, ils savent ce qui se dit dans le Times, ils savent ce qui a tourné dans le Twitter mondial. Donc ils nous le résument le soir. Ils ont une ouverture sur l'international, même sans les reportages d'ailleurs. Alors, vous parliez des politiques, on va y aller justement. Et il y a un sujet que j'aimerais vous montrer. On est le 1er septembre 2025, c'est la rentrée de Quotidien, et il décide de suivre Jordan Bardella, puisque Jordan Bardella est considéré comme éventuellement, à cette époque-là en tout cas, futur Premier ministre. C'est le cadrage d'ailleurs du sujet de Quotidien. C'est Paul Gagné qui réalise le reportage. On est à Châlons en Champagne, à l'ouverture de la foire agricole, et regardez ce que ça donne. Et l'homme du jour, c'est lui. Bonjour. Moi, j'ai quitté la meute pour m'intéresser à deux hommes inconnus du grand public dont j'ai remarqué qu'ils ne rôdaient jamais très loin de leur chef. Voici le premier, constamment sur son téléphone. Bonjour, monsieur Paradol. François Paradol, directeur de cabinet et ami de Bardella. Il est au cœur de la stratégie pour conquérir Matignon. Il a beau être celui qui tient le parapluie pour guider Bardella dans la foule, ne vous y trompez pas, c'est un homme très puissant et surtout muet. Directeur de cabinet de Jordan Bardella, ça va être quoi votre rôle s'il est nommé à Matignon ?
L'autre personnage central du dispositif, c'est lui qui se balade incognito. Bonjour Monsieur Hubert. Patrice Hubert, un homme qui a été cadre haut placé chez Kellogg's, Bridgestone, Wonderbox. Il vient d'être recruté comme directeur général du RN. Si Bardella est Premier ministre, ce sera quoi votre rôle? Je vous le dis, n'insistez pas, j'étais, je pense, assez clair. Je le ferai avec plaisir, mais pas maintenant. Bah oui, mais c'est le seul jour où on vous croise. Non, prenez rendez-vous avec moi. Oui, mais vous allez jamais répondre, on connaît. Qui vous le dit? Ah bah on connaît. Bah faites pas les réponses avant les... Je peux avoir votre numéro? Je peux avoir votre numéro? Bonjour Monsieur Bardella. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va et vous? Vous avez changé de directeur général dans le parti, vous êtes allé chercher un profil qui vient du business. Oui, ça fait aussi partie des nouvelles méthodes que j'ai voulu mettre en œuvre. Voilà, le RN serait donc devenu un parti professionnel, c'est ce qu'on verra. En tout cas, je pense qu'il y a du boulot. Est-ce que tu as le numéro de téléphone? Il me l'a donné. Ah, tu l'as? Il me l'a donné. D'accord, donc tu as pris hors rendez-vous caméra. pour... Sympa. Oui, il va jamais D'accord. répondre. Aurélien Le Foulga, je me suis demandé si ça tranchait pas avec la manière historique de Quotidien et avant lui du Petit Journal de traiter médiatiquement le Rassemblement National, le FN. Cette manière de faire. Ils sont connus maintenant. Donc, le Quotidien, et le travail de Yann Barthès, le travail de Laurent Bon, il est connu. Les politiques le connaissent. Donc, ils sont familiers de tout ça. Donc, en fait, au début, ils ont pu être désarçonnés par cette approche, par cette prise comme ça, en caméra, hors champ, hors événement. Maintenant, ils sont quand même sacrément rodés. Donc, la difficulté, il me semble, pour Quotidien, c'est comme ils sont devenus un élément très identifié, très identifiable, voire très attendu, eh bien, ils arrivent à le gérer comme il faut. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'ils sont capables de se réinventer? Est-ce qu'ils sont capables arrivent à le gérer comme il faut? Oui, c'est-à-dire que Jordan Bardella, les deux lieutenants là qu'on vient de voir, arrivent tout à fait à gérer les interventions et les échanges avec Quotidien. Alors qu'au début, c'était plus compliqué. Ils ont été identifiés par Marine Le Pen comme des militants. Vous n'êtes pas des journalistes, vous êtes des militants. Donc on sent qu'ils s'y sont digérés en fait progressivement par l'extrême droite. Donc ils ont moins cette difficulté, je pense. Ils sont plus phagocytés. Ils ont moins cette difficulté à déranger, à casser un peu le jeu en fait. Et ça, il me semble que c'était leur grosse valeur ajoutée. Mais quand vous êtes nouveau dans le jeu, forcément personne ne connaît votre jeu. Vous pouvez y aller et vous pouvez déstabiliser tout le monde. Et une fois que tout le monde vous connaît, il va falloir trouver d'autres trucs en fait pour déstabiliser parce qu'on vous attend, on vous connaît, on vous négocie, et puis ça passe comme sur les plumes d'un canard. Est-ce que le risque, c'est pas, Usul, aussi de participer quelque part à une légitimation de l'extrême droite? On a Quotidien, Bardella, Objectif Matignon. On va aller voir non pas les militants qui pourraient dire des dingueries, comme ils avaient l'habitude de le faire d'ailleurs avec Quotidien et le Petit Journal, mais plutôt les capots, les chefs, quoi, qui sont d'ailleurs tout bien, tout propres sur eux. On va tendre le micro à Bardella, comme vous dites, qui joue très bien le jeu. Est-ce que le risque, c'est pas d'être dans cette banalisation de l'extrême droite qu'il dénonçait jusqu'à présent? En même temps, là, c'est plus compliqué d'aller voir des militants et de leur faire dire des trucs de nazis, parce que c'est probablement pas des nazis, là, les gens qui sont en train de crier Jordan, Jordan. C'est des gens pas très politisés, qui ont matché avec l'énergie de Jordan Bardella, un peu mais qui sont pas des vieux nazis historiques à qui tu vas faire dire des trucs horribles sur la Shoah, comme ils pouvaient faire avant. Donc là, c'est plus compliqué. Donc ouais, ils vont chercher François Paradol, sans dire qui c'est exactement. Il y a eu un article de Mediapart qui est sorti il y a 2 jours, parce qu'ils Absolument, on va le voir d'ailleurs. Alors l'article est paru du coup, effectivement, il y a quelques jours, mais ça pose la question aussi de qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là. Dans les arrière-cuisines d'Alain Soral, des bataillons de négationnistes et le directeur de cabinet de Bardella. C'est un article signé Alexandre Berthaud, Yumi Kezouf et Anton Rouget le 13 décembre dernier, donc il y a tout récemment, et qui indique donc que François Paradol, le directeur de cabinet de Jordan Bardella, faisait partie des fichiers de proches d'Alain Soral et du mouvement antisémite et d'extrême droite, égalité et réconciliation. Et d'ailleurs, pour être tout à fait complète, François Paradol a répondu à Mediapart et il a indiqué que c'était un engagement d'il y a 10 ans et qu'il n'était plus désormais dans ce mouvement-là. Et donc voilà, moi je trouve que c'est intéressant qu'ils se sont dit, bon allez, on va aller voir eux, parce que le public les connaît pas, il faut peut-être les montrer, mais ils nous expliquent pas vraiment qui c'est pour François Paradol. François Paradol qui choisit de ne pas répondre du tout. Lui, il se dit, je dis un mot de travers, parce que lui aussi il connaît Quotidien. Il dit, voilà, j'ai le droit de garder le silence, et il fuit. L'autre est plus gêné parce que il vient du privé, il vient du business et tout, et il est peut-être gêné aussi d'avoir accepté ce poste. On ne sait pas, on peut le supposer, mais on est obligé de faire avec des gens qui veulent pas parler.
Donc la séquence, elle est pas très révélatrice de grand chose, et parce que le RN maintenant sait réagir, ils savent que là il faut pas réagir, et au contraire celui qui doit parler c'est Bardella. Et ça tombe bien parce que Paul Gagné va lui tendre le micro après pour qu'il dise oui en effet le RN change, machin, tout ça. Voilà, et la question c'est à quoi elle sert en fait cette Ce qu'on avait dit dans Rhinocéros, c'était que sur l'extrême droite, Quotidien était jamais meilleur que quand il allait débusquer des petits trucs. Là, ils n'ont pas réussi à débusquer grand-chose. Et l'erreur que ne doit pas faire Quotidien, et ils ne le font pas en plateau, c'est de donner la parole à l'extrême droite. Parce que l'extrême droite veut la parole pour se dédiaboliser. Et je pense que le RN a besoin aussi d'adoucir son rapport à Quotidien. Parce que dans le vote jeune, mine de rien, c'est peut-être pas mal que Bardella passe correctement dans le Quotidien, qu'il n'ait plus le droit au même traitement qu'avant. Et d'ailleurs, il le fait très bien. Hein. Ouais. Je ne sais pas si on peut voir l'image de Jordan Bardella. Il n'est pas du tout agressif. Il se tient droit devant le micro. Il est presque même souriant avec Paul Gagné. Et puis, il répond véritablement à la question et il ne fuit pas. Voilà. Ça fait aussi partie des nouvelles méthodes que j'ai voulu mettre en œuvre. Voilà. C'est ça, exactement. Et alors, juste aussi, si on peut voir l'image de François Paradol avec le parapluie pour indiquer donc le chemin pour aller jusqu'à Jordan Bardella. Voilà, ce parapluie-là. Mais moi, ça m'a fait penser au parapluie de Bruno Gollnisch. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On est en 2015, c'est le défilé du 1er mai à Paris. C'est les équipes du Petit Journal qui sont dans le défilé. On va voir la photo de Bruno Gollnisch qui agresse physiquement avec le parapluie les équipes du Petit Journal. Voici une des images. Et en fait, je me suis dit, mais mince, ils ont raté le coche de rappeler aussi cette histoire qu'ils ont eue avec le Front National, le Rassemblement National il y a 10 ans, à savoir être littéralement agressé par les cadres du parti, alors qu'aujourd'hui, le parapluie, c'est plutôt pour indiquer gentiment le chemin à Jordan Bardella. Et le dernier truc, c'est qu'après, derrière, en plateau, il dit, Paul Gagné, il dit, bon bah oui, maintenant j'ai son numéro, je l'ai bel et bien eu, mais il me répondra pas. Donc là, on est obligé de les croire sur parole sur le fait que ils sont méchants, parce qu'en fait, il a rien en image. Il a rien qui prend en défaut le RN. Donc, il dit sans preuve que, de toute façon, il me répondra pas. Mais il a même pas essayé. Donc, on est obligé de les croire. Donc, pour le public, ça fait un peu, ils sont un parti pris, et ils arrivent même pas à le démontrer, en fait, leur parti pris. Est-ce qu'elle était utile, en fait, cette séquence-là? Parce que qu'est-ce qu'elle raconte, qu'est-ce qu'elle dit de ce que nous connaissons comme étant le travail de Quotidien vis-à-vis de l'extrême droite, alors que là, ils font à peu près ce que tout le monde fait? Elle tombe dans le mélange, la scission dont Aurélien parlait, qu'il y a un mélange des genres en fait dans les 2 heures de Quotidien entre le côté un peu people et le côté un peu plus reportage journalistique. Et dans ce moment-là, en fait, comme il n'y a pas vraiment de contenu informationnel, on retombe sur quelque chose plutôt de people. On a l'impression de voir une star en fait qui passe dans une foule et comment vous vous sentez aujourd'hui? Je change de méthode, quoi. C'est tout ce qu'on a comme information et donc on est sur un truc de surface qui ressemble plus à de l'info people que de l'info journalistique, quoi. C'est la question de la porosité aussi. Il y a une porosité croissante entre le Rassemblement National et le Front National et la sphère économique. Et là, clairement, vous le voyez avec l'ancien PDG de Kellogg's, en fait. Il y a un risque, par contre, il me semble, mais ça, c'est général dans cette émission, c'est qu'ils font un super boulot d'habillage. Et donc, au moment où ils arrêtent les personnages pour les présenter, on a l'impression de se retrouver un peu dans un jeu vidéo à la GTA. Et donc, il y a un risque à travers ce travail, qui est un travail d'esthétisation, en fait, de leur émission et de leur contenu, d'esthétiser aussi ce qu'ils décorent, en l'occurrence ces 2 personnages-là. Et l'éclairage de Mediapart est cru, et l'éclairage de Quotidien, à travers ce petit arrêté-là qu'ils font, avec la mise en lumière et le détourage, on est vers le beau, et on n'est pas effectivement dans une dimension très critique, quoi. Alors, quelques jours après, sur le plateau, Jean-Michel Apathy, qui est donc chroniqueur de l'émission, rappelle, cite l'enquête de Mediapart en disant François Paradol, etc. Donc, il raconte cette histoire-là, mais il ne fait pas le lien avec le reportage de Paul Gagné pour expliquer aux téléspectateurs de Quotidien, qui donc ont vu normalement cette séquence le 1er septembre. Souvenez-vous, François Paradol, nous l'avions vu, mais à l'époque, on ne savait pas qu'il était membre, il y a 10 ans, du mouvement soralien. Et
Et donc, si on ne savait pas, ça veut dire qu'on n'a pas creusé pour savoir, et c'est ce que vous disiez, qui étaient ces gens-là. Oui, il y a un côté très haché, en fait. C'est haché, comme je disais, comme quand on scrolle et que les trucs défilent, les trucs s'oublient. Et il y a pas, le suivi, il est light, quoi, puisque là, ils avaient vraiment une occasion, quoi, de dire, vous voyez, vous l'aviez vu là, on a des preuves qui, regardez, il est à côté de Bardella, c'est même lui qui le conduit. Et oui, c'était pourtant assez évident, mais vu qu'on passe d'un truc à l'autre. Alors sur cette relation à l'extrême droite, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est assez dérangeant, c'est-à-dire à la fois ce genre de reportage qui est plutôt franchement favorable au Rassemblement national. Il y a pas gênant. Qui n'est pas gênant, il n'y a pas de friction, et puis tout ça est plutôt, oui, dans leur sens, dans la mesure où ils nous expliquent, Jordan Bardella, qu'ils sont en train d'inventer des nouvelles méthodes, et qui ont des gens tout propres sur eux, qui viennent pour diriger aujourd'hui le parti et faire campagne, etc. Et donc il y a à la fois ça, et puis il y a à la fois aussi sur le plateau, et je le disais avec Jean-Michel Apathy, le rappel aussi de l'histoire de l'extrême droite, de l'histoire du RN, etc. Donc en fait, il y a une ambivalence. J'ai l'impression qu'ils sont en train de... et qu'ils naviguent entre ces deux eaux-là. Mais sur la question, par exemple, de l'extrême droite, il y a quelque chose qui nous a interpellés, c'est la manière aussi de parler de l'extrême droite et de la qualifier. Par exemple, tout récemment, ils ont qualifié des médias d'extrême droite comme Frontières et CNews lors de plateaux. Frontières, c'était pour évoquer l'instrumentalisation par l'extrême droite du meurtre de Lola, et CNews, c'était au sujet du projet de labellisation des médias qui est porté par Emmanuel Macron. Et écoutez surtout la manière dont Quotidien qualifie ces deux médias-là. Parmi les confrères présents, Frontières était en direct du tribunal et CNews était en boucle sur leur plateau. En arrière-fond, il y a évidemment la question de l'étrangère qui était en situation irrégulière sur notre sol. Voilà. L'Élysée et CNews s'accusent mutuellement de propager des fake news. La présidence de la République qui attaque un média d'information, c'est du jamais vu. Voilà, alors, Frontières, ce sont des confrères, et CNews, c'est un média d'information. Alors, je me suis demandé ce que ça voulait dire dans cette grande séquence politique qu'on vit, d'acceptation de l'extrême droite politique et médiatique, Usul. Ça me fait penser à la séquence que vous aviez diffusée il y a 2 semaines avec Delphine Ernotte qui se retrouve face à Fogiel, et quand elle dit extrême droite, en fait tout le monde est choqué, et Fogiel lui dit « Attendez, vous avez vraiment dit extrême droite ? C'est politisé de dire extrême droite. » Quelque part, maintenant, et y compris eux, ils se retrouvent à au moins lisser, parce que si on devait dire les choses telles qu'elles sont, je suis désolé, il y a des fachos partout là en ce moment, il y a des chaînes d'extrême droite, et c'est factuel, quoi, je trouve. Donc, alors c'est pas tant le fait qu'il parle pas d'extrême droite, il parle d'extrême droite, mais en revanche, il est légitime en disant chaîne d'information et confrère, s'agissant de Frontières. Oui, voilà, bon, oui, ça me paraît euphémisant, à minimum. C'est-à-dire Frontières, c'est vraiment un organe dont on sait en plus qu'il a des liens avec des députés aussi. C'est vraiment un organe d'extrême droite qui joue au journalisme, mais qui joue avec les formes du journalisme pour être vraiment un truc de déstabilisation. Ils étaient allés à l'Assemblée nationale pendant un moment. Tous les députés de gauche s'étaient réunis pour dire on peut pas travailler avec eux en fait, parce qu'ils sont dans le harcèlement, ils sont dans l'agression, ils font pas du journalisme, c'est des petits agitateurs en fait. C'est des agitateurs avec un micro. Donc oui, pour moi, c'est pas des journalistes. Mais bon, voilà. Il faut connaître Frontières. Après, nous, on a fait aussi un rhinocéros sur Frontières. Oui, ici, on les connaît bien. Aurélien Le Foulgoc sur cette séquence-là. Moi, je ne connais pas très bien Frontières, en l'occurrence. Okay. Mais oui, écoutez, CNews, un média d'information, oui, ils ont leur licence de diffusion. Après, qu'il y ait un projet éditorial et idéologique derrière, je pense que c'est clairement assumé. Voilà, donc après, ils ne sont pas militants chez Quotidien. Moi, je pense que ce n'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est de mettre en lumière, en fait, les choses, c'est de montrer, c'est d'interpeller éventuellement, mais pas forcément de condamner ou de qualifier violemment ou de rentrer dans une forme de combat. Ça, c'est certain. Ils sont sur des valeurs, par contre, on va les retrouver sur les valeurs de tolérance, d'acceptation, de diversité, d'inclusion, tout ça. Ils sont sur des valeurs, mais ils ne sont pas sur un militantisme politique ou clairement dans une tranchée, quoi. Ce serait militant de dire que Frontières
est un organe de propagande raciste et xénophobe, ce qu'ils sont tous les jours. L'extrême droite, bien sûr. Est-ce que ce serait militant de le dire de leur part? Non, ce serait les qualifier précisément. Eux, je parlais de CNews en l'occurrence, donc de la chaîne d'information. Frontières, oui, ils appartiennent à cette sphère, évidemment. Mais pour CNews, clairement, ça l'est de plus en plus ouvertement et assumé, mais ça reste quand même une chaîne importante, si vous voulez, du paysage. Et donc, du coup... Mais comment interpréter cette façon qu'a Quotidien de les qualifier de cette manière-là? Je ne vais pas parler à leur place, mais il me semble qu'ils les incluent dans une sphère journalistique très large, quoi, c'est sûr. Et ils ne se situent pas aux côtés d'eux, c'est certain. Donc ils sont dans une forme de contre-proposition, on va dire, en termes d'information. Mais encore une fois, je pense qu'on leur a suffisamment reproché le fait d'être trop militants, en fait, pour montrer en permanence patte blanche. Et justement, ils ne sont pas militants. Ils sont dans une forme encore une fois, d'entre-deux, quoi. Ils défendent des valeurs et ils essaient d'éclairer, encore une fois, au maximum les choses. Donc ce serait une forme de garantie qu'ils donneraient. Je pense par exemple à la grande séquence qu'on a vécue d'audition à la commission d'enquête parlementaire de Laurent Bon, producteur de Quotidien, patron de Bangoumi, on le voit ici, ou bien encore même Yann Barthès, qui a été auditionné aussi avec les responsables du groupe TF1. Ce serait en fait l'étape d'après, la manière dont ils ont de globalement parler de ces groupes médiatiques qui les ont attaqués frontalement pendant des années. Et là, on les fait sortir de leur contenu. Quand vous proposez des contenus... Chacun est dans son couloir et va effectivement produire des éclairages différenciés et finalement le téléspectateur, le spectateur, le lecteur va se faire son opinion. Là, on les sort de leur contenu et on les force à se justifier dans un cadre qui est un cadre extrêmement, impressionnant en fait. Donc Yann Barthès, il joue la décontraction, donc il joue une espèce de prise de distance. Je pense que sa polaire n'est pas du tout anodine. Ils sont en costume cravate à côté. Et donc lui va jouer une forme de prise de distance par rapport à ça, mais clairement l'équipe est plus que, outrée par cette convocation et par cette déclaration de guerre de l'extrême droite, puisque c'est une déclaration de guerre de la part de l'extrême droite, de certains députés d'extrême droite, de les faire convoquer en fait. C'est une déclaration de guerre, mais derrière, on va dire c'est un média d'information. C'est une manière de dire, ça y est, c'est bon. Un partout, maintenant on est tranquille. J'essaye de comprendre en fait. Vraiment, ça me... J'extrapolerai pas à ce point, mais... Pour moi, ça parle d'un problème plus global dans le journalisme, c'est qu'on a un manque criant de personnes spécialisées dans la couverture de l'extrême droite qui comprennent leurs mécanismes, leurs origines. Et donc ce qu'on parlait tout à l'heure, ce qu'on disait sur le fait que c'était haché entre le reportage de Jordan Bardella puis ce que Jean-Michel Apathy va dire tout seul, pour moi c'est à l'image en fait du fonctionnement de beaucoup de rédactions qui n'investissent pas en fait dans des compétences spécialisées, notamment sur l'extrême droite, pour comprendre que l'extrême droite fonctionne assez particulièrement et a des objectifs qui sont quand même assez antidémocratiques et qui impliquent une couverture un peu différente, de comprendre des généalogies, de comprendre des stratégies de communication qui sont certes pas exclusives à l'extrême droite, mais qui ont aussi des ressorts particuliers. Et donc être incapable de voir ça, ça fait qu'au final on les considère comme juste d'autres confrères qui pensent différemment de nous dans une sphère où on peut combattre, il y a une idée, un challenge des idées et on peut juste gagner la guerre en échangeant nos idées et en discutant plus. On ne comprend pas dans ce genre de contextualisation d'extrême droite comment en fait l'extrême droite est particulière dans son approche au pouvoir, à la presse et à la démocratie. Ouais. Alors, en octobre 2025, Quotidien invite Thibaut InShape, présenté comme premier youtubeur fitness au monde. C'est comme ça qu'il le présente, avec ses 27 millions d'abonnés, qui est venu tout simplement présenter son livre, faire la promo de son livre. Derrière la lumière, c'est le titre de son bouquin, résumé ici même de la manière dont Yann Barthès l'accueille. Thibaut, vous avez 33 ans, premier youtubeur de France, je le disais, premier youtubeur fitness au monde avec 27 millions d'abonnés, 18 millions sur Insta, 19 sur TikTok. Et tout ça en 10 ans. Il manque un chiffre. Combien de masse musculaire en plus en 10 ans? Une journée de Thibaut InShape, c'est lever à 5h du matin et coucher à 21h. Sport, bonne nutrition, pas d'alcool, pas d'excès. Est-ce qu'il vous arrive de déroger à la règle? Non. Non? Jamais. Même jour de mon mariage, j'ai pas bu de champagne, pas d'alcool.
Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'un petit empire, on l'a vu avec Angèle, avec plein de produits dérivés. Mais pour démarrer, je crois que vous avez carrément transformé vos parents en esclaves, c'est ça? Exactement, je les ai forcés. Quoi? Aujourd'hui, tout le monde fait appel à vous, la gendarmerie, l'armée de terre, la marine nationale, EDF. Vous rendez sexy des métiers qui peinent à recruter. Cette responsabilité, comment vous la gérez? Moi, ça me plaît, parce qu'en fait, petit, je voulais devenir militaire. Donc en fait, quelque part, il y a une suite logique, puis ça me permet de vivre des expériences aussi extraordinaires. D'ailleurs, on vous a reproché parfois d'être un peu trop avec la police, avec l'armée, etc. Vous répondez quoi à ça? En fait, moi, l'image que j'ai, en fait, c'est de par l'agression, c'est des gendarmes, en fait, qui ont réussi à interpeller des méchants, entre guillemets, qui m'ont agressé et qui ont fini en prison. Donc moi, j'ai une très bonne image. Vous avez 33 ans, est-ce que vous avez peur de vieillir? Non, mais j'y pense. Ministre des Sports? Si c'est utile, why not? Mais j'ai l'impression quand même que c'est plus un nid en merde qu'autre chose. Ah non, ah mais non, mais pourquoi vous dites ça enfin? Jules. Bon, rien, moi j'ai déjà assez dit de trucs sur Thibaut InShape, et puis il avait menacé de nous attaquer en justice et tout. Ah bon? Mais oui, il l'avait dit. En fait, d'abord, on avait fait un portrait sur Blast, je crois qu'on avait mis l'idiot utile de l'extrême droite, ou je sais pas quoi. Donc c'est pas très sympa. Non, c'est pas très sympa, mais on était. Voilà, on développe sur 20 minutes en disant, voilà, en posant des hypothèses et tout. C'est argumenté, il y a plein d'extraits. Et oui, il avait dit, dans un premier temps, ça le gênait pas, puis dans un deuxième temps, je crois qu'il s'est fait monter le bourrichon par des gens autour de lui qui lui ont dit, Thibaut, là, faut que tu peux les défoncer, attaque Usul, là, il t'a de la diffamation, je sais pas quoi. Et après, il a dit qu'il allait porter plainte, puis après, il a pas porté plainte. Donc maintenant, moi, j'évite Thibaut InShape, j'évite de dire des trucs, mais par contre, ce que j'ai vu, c'est que dans la tournée de promo de son bouquin, sur BFM TV, il a été reçu aussi. Et sur BFM TV, ils lui ont posé la question de manière plus précise parce que là, il dit, on vous reproche d'aimer un peu la police. Oui, c'est un euphémisme aussi, ça. Non, ce qu'on lui reproche. C'est un euphémisme de quoi? Ce qu'on lui reproche, c'est d'être d'extrême droite, en tout cas de favoriser des valeurs d'extrême droite. Les fachos l'adorent. Lui, il essaie de prendre ses distances avec ça parce qu'il sent bien que c'est pas ce qu'il faut faire s'il veut être grand public, et il veut être grand public, donc il a même dit publiquement qu'il votait Macron, voilà. Mais il a des valeurs d'ordre qui font qu'à l'extrême droite, on se projette et on se dit mais c'est notre champion, quoi. Et donc on choisit pas forcément ses soutiens. Lui, il a ses soutiens là. Et bon, on avait pointé ça, et sur BFM TV, il lui avait posé la question de manière beaucoup plus directe, en mode le média Blast vous a accusé d'être d'extrême droite. Et puis lui fait oui, ça m'a fait beaucoup de mal et tout, mais au moins c'est plus précis. C'est plus précis, et surtout, il n'y a pas de relance. En fait, ils ne le relancent pas, alors qu'ils auraient pu, en fait, faire cette relance à ce moment-là ou à un moment ou à un autre de l'entretien. Il n'y a pas d'explication pourquoi ce serait un problème d'être assimilé à des militaires ou de la police. Et pour moi, c'est un grand moment aussi de blanchité sur le plateau où on ne parle pas en fait d'un sujet sous-jacent, c'est le racisme de la police, des militaires, et que en fait ce choix-là, qui lui paraît si facile et évident d'avoir des sensations fortes et de faire des spots pour les militaires ou la police, ça n'a pas du tout la même signification s'il y a des Noirs et des Arabes sur le plateau qui ont vécu des humiliations policières dans leur vie, et ce contexte-là n'existe pas. Et pourtant, la question des violences policières, notamment aux États-Unis, Quotidien l'a traité. Comme tout média français, c'est toujours plus simple de dénoncer le racisme à l'étranger que celui qui est en France, qui évidemment n'existe pas, et on n'est pas les États-Unis, donc on n'a pas ces problématiques-là apparemment. Puis Thibaut InShape, il y avait des vieux posts racistes de lui qui s'est défendu en disant j'étais jeune, machin. Oui, enfin moi quand j'étais jeune, je fumais des pétards, j'étais pas raciste, quoi. C'est pas tout le monde qui a ce background-là déjà. Ça. Aurélien Le Foulreux, est-ce qu'à partir de cet exemple-là, mais d'autres, est-ce qu'on n'est pas face finalement à quelque chose, à l'illustration même que ce format-là a ses limites en fait? Dans ce type d'exercice. Évidemment, il y a un effet Karine Le Marchand, hein. C'est-à-dire qu'en traitant le personnage sous l'angle de la célébrité, puisque c'est ça, on est dans de la promotion culturelle, vous gommez tout le reste en fait, hein. Et vous n'êtes pas dans l'investigation. C'est comme si l'émission avait plusieurs couloirs, qui sont des couloirs étanches en fait, hein. Il y a un couloir investigation où vous avez les grands reporters qui courent, et il y a un couloir promotion où vous avez des programmateurs en fait, hein, qui programment des invités culturels. Et donc celui-là, il a 26 millions quand même d'abonnés, donc il a une masse critique importante. On l'invite parce qu'on a un public jeune, trentenaire, quadra, qui sont beaucoup
beaucoup sur les réseaux sociaux, et donc on est sur le principe de starification et de promotion culturelle. Donc là, effectivement, il faudrait que les couloirs se croisent de temps en temps et qu'on ait effectivement quelque chose qui fasse une sorte de symbiose, mais ça transformerait le plateau en plateau polémique, en quelque chose avec des tensions, et donc plus la bande d'amis qui fait l'émission sympathiquement. L'adversité, encore une fois, elle est à distance, elle est avec les caméras sur le terrain, elle n'est pas sur le plateau. Et ce serait peut-être par exemple la même explication, je pense à Noura Bussini, la journaliste qui a été invitée sur le plateau pour la sortie de son livre, Les Nouveaux Antisémites, une interview plutôt tapis rouge, où on a l'impression aussi qu'en fait ils n'ont pas travaillé, parce qu'il y avait quand même des questions de fond à lui poser et de méthode à lui poser sur sa manière d'avoir abordé le sujet, d'avoir interrogé ou pas les bonnes personnes, ou de la manière dont elle a interrogé les interlocuteurs. C'est l'objet d'ailleurs d'une enquête en 3 volets d'Élodie Safaris à Arrêt-sur-Image. C'est de ça dont on parle aussi, c'est-à-dire, est-ce que c'est aussi une question de manque de travail? Je pose la question parce que moi, en ayant préparé l'émission, j'ai eu un certain nombre d'anciens salariés de Quotidien qui m'expliquent qu'ils trouvent qu'au fur et à mesure où l'émission prend plus la forme d'un accueil promotionnel des vedettes de TF1, etc., a perdu de sa capacité d'analyse qu'elle avait par exemple avec le petit journal et la question du décryptage des images, des discours politiques, et qu'on est vraiment plus sur un tapis rouge sans vraiment de contradiction, sans vraiment de travail. Pour avoir les meilleurs invités, il faut soigner les autres aussi, quoi. C'est-à-dire que faut se constituer une réputation de plateau accueillant pour pouvoir, quand tout le monde va s'arracher quelqu'un, être le choix numéro 1 de l'agent qu'il représente, ou la maison d'édition, par exemple, que je pense que quand Noura Bussini a reçu un coup de fil de sa maison d'édition pour lui dire « tu fais Quotidien », c'est super pour elle est super contente, et parce qu'on sait que Quotidien, pour vendre ton livre, c'est super, c'est pas... Parce que... c'est 1 à 2 millions de téléspectateurs, appelons-le, tous les soirs. Et on construit les programmateurs, justement, qui ont un rôle très important dans ces émissions-là. Les programmateurs construisent les émissions aussi avec leur réseau, avec leur carnet d'adresses, avec les maisons d'édition. Donc il y a une relation de confiance. C'est des gens qui travaillent ensemble, pas les uns contre les autres. Donc s'ils invitent quelqu'un et ils arrivent à avoir l'invite, l'autre arrive, il faut qu'il soit en confiance, parce qu'on se vend des artistes, on se vend des moments, et il faut voir que c'est les programmateurs avec les agents, les boîtes de prod, les maisons d'édition. Ces gens-là travaillent en bonne intelligence, notamment parce que les plateaux se passent comme ça. Vous êtes d'accord ? On est sur la fin du journalisme. Oui. On est sur vraiment de la promo. Il me semble que dans l'interview avec Élodie Safaris, le chef de Quotidien dit qu'en gros, juste Noura Bussini vend bien, un truc comme ça. Donc on n'est plus du tout sur une réflexion informationnelle ou est-ce qu'il y a une vraie valeur par rapport à ce qu'elle peut apporter dans son livre. C'est juste, est-ce qu'on va pouvoir faire le buzz? Et du coup, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Mais du coup, on se pose la question, est-ce que c'est pas un gâchis quand même d'avoir un tel espace avec autant de gens qui regardent dans un contexte politique tendu où l'extrême droite, on le sait, gagne des parts de marché politique et électoral tous les ans, de faire ça de cette manière-là? Ils ne seraient pas aussi centraux s'ils faisaient autrement, en fait. C'est la difficulté, c'est que si vous voulez rester au centre du jeu, vous êtes bien obligé d'être dans une forme de moyenne, en fait, donc tiède. Donc oui, malheureusement, ils ne peuvent pas non plus rentrer dans une dimension beaucoup plus... et ça changerait totalement la nature de l'émission. Donc ils sont un peu piégés dans leur système, en fait, c'est certain. C'est-à-dire ? Leur système de talk-show, quand vous êtes dans un talk-show, vous ne pouvez pas tout faire, il y a des marges de manœuvre, mais vous ne pouvez pas faire du cache investigation, quoi, en fait. Parce que c'est sympathique d'être sur le plateau avec toute cette lumière, cette musique, ces rires, ce public. Si c'est déprimant, si vous êtes agressif pendant 2 heures, en fait, c'est plus la même émission et plus personne la regarde, en fait. Donc c'est encore une fois une alchimie un peu compliquée. Là, il y a la légitimité de la publication et après, je pense qu'il y a un rythme effectivement rapide de programmation où on est dans des relations professionnelles effectivement qui vont expliquer le fait que ce soit poussé, quoi. Ouais. Moi, ça me fait penser à... J'ai l'impression que dans le quotidien, le journalisme, c'est un produit d'appel.
On y va parce qu'on se dit il va y avoir du journalisme et en fait on nous vend plein de trucs derrière, un petit peu comme les instituts de sondage vont faire gratuitement des sondages politiques notamment, mais c'est un produit d'appel pour vendre le fond de ce qu'ils font vraiment, à savoir du conseil aux entreprises dans les instituts de sondage. C'est un petit peu pareil je trouve pour Quotidien, on y va pour avoir des trucs un peu piquants machin et on se mange beaucoup de promos quand même pour ça quoi. Donc voilà, c'est d'autant plus fou, c'est que dans le cas de Nora Bussini, ou je sais pas quoi, le journalisme lui-même devient un produit à vendre. Donc tout se vend dans le quotidien. On est vraiment dans la marketplace culturelle de maintenant, quoi. Et d'ailleurs, je précise aussi que c'est quelque chose qui est déploré par un certain nombre de personnes que j'ai eu au téléphone pour préparer l'émission, qui sont passées par l'émission Quotidien, voire même on commençait avec le petit journal, on continue avec Quotidien, puis sont partis, de déplorer ça, mais de déplorer aussi la mécanique globale. C'est d'ailleurs une enquête de Télérama qui le raconte, sur la question tout simplement de la souffrance au travail, de la difficulté de produire une émission tous les jours de 2 heures. Enfin, c'est quand même pas rien. Et donc, dans les coulisses de Quotidien, des témoignages de la souffrance au travail, c'est donc l'enquête de Télérama fin 2024, que vous n'avez donc pas pu intégrer dans votre vidéo Usul consacrée à Quotidien, parce que c'est arrivé juste après. Est-ce que vous aviez eu, vous aussi, des témoignages de ce type-là, à la fois la souffrance au travail des salariés de Quotidien, à la fois la difficulté de produire une émission comme celle-là tous les jours, et puis aussi la baisse de qualité aussi de l'émission. Moi, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu dans les témoignages que j'ai eus. Bah non, je l'avais pas lu, mais en même temps les enjeux sont énormes. Quand on parle de sommes énormes, le plateau c'est énorme, c'est vraiment une énorme machine. Donc je comprends que là-dedans il y a de la violence au travail parce que le moindre grain de sable, il faut pas qu'il y ait de grain de sable. Donc tout le monde est sous pression, quoi. C'est évident. Les enjeux sont, il y a les sponsors, les machins. Enfin, tu peux pas te planter. Donc il n'y a pas de place pour la faiblesse. Est-ce que c'est dernière question? Est-ce que ce type d'émission, au vu de tout ce qu'on s'est dit à l'instant et de ce que vous avez dit, peut continuer à exister dans un contexte politique aussi polarisé? Aurélien Le Fouildoc. Non, c'est compliqué. C'est compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? Ma question ou... Non, le contexte politique actuel et la polarisation des médias. On parle de polarisation, mais enfin, il est où le bloc de gauche, en fait, dans cette polarisation? Il n'y en a pas. C'est plus une extrême droitisation, très clairement. Et même le service public, aujourd'hui, est attaqué, en fait. Donc, qui n'est pas spécialement rempli d'ultra-gauchistes. C'est intéressant. Est-ce que, du coup, Quotidien pourrait avoir tendance au moins un tout petit peu à déplacer le curseur, pas trop, parce que c'est ce que vous disiez, l'économie ne le permettrait pas, mais un tout petit peu. Ils font ce qu'ils peuvent avec les hébergeurs qu'ils ont. Déjà, ils peuvent continuer à faire leur travail, ce qui est un luxe, vu ce que leur offrait Vincent Bolloré. Avec une baisse drastique des budgets, il n'y avait plus de terrain, il n'y avait plus rien, en fait. On leur coupait les ailes. Et donc, ils ont réussi à trouver ce nouvel hébergeur qui est TF1, mais qui, aujourd'hui, finance largement un grand média susceptible d'être un contrepoids par rapport à ce rouleau compresseur porté par Vincent Bolloré, par Sterrin, par tous ces gens-là. En fait, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Aux États-Unis, historiquement, vous avez un pôle démocrate qui est quand même assez fort et vous avez un pôle républicain qui est aussi assez fort. Bon, aujourd'hui, la branche démocrate qui est plus à gauche, qui est plus issue d'un Bernie Sanders, mais c'est pareil, ils se retrouvent tout seuls en fait. Il n'y a plus de grands médias susceptibles de les défendre. Donc on se retrouve avec un pôle d'extrême droite qui est extrêmement puissant, extrêmement bien financé en fait, et un pôle de gauche qui est financé éventuellement autofinancé par les citoyens et qui vit avec des bouts de chandelle en fait. Et qui essaie, avec quelques brindilles, d'apporter un peu un contrepoids, quoi. Donc la logique, en fait, la logique voudrait que si on continue dans cette extrême droitisation du débat public, en fait, que Quotidien disparaisse. Non. Alors, tout dépend de... Moi, j'ai lu aujourd'hui dans Libé que le directeur général de Bouygues fait partie des rares patrons français qui ne veut pas déjeuner avec Marine Le Pen, avec Jordan Bardella ou je sais pas quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même une espèce de digue macroniste, mais et là où vous avez raison, c'est que, mine de rien, c'est les patrons qui vont décider. C'est les patrons qui vont décider des changements sur leur chaîne, de liquider telle ou telle émission ou pas. C'est eux qui possèdent. D'où le recrutement de l'ancien directeur général de Kellogg's par Jordan Bardella. Voilà, il faut des liens avec le monde économique, il faut le draguer, et c'est bien qu'il y en ait qui résistent. Si le patron de Bouygues résiste
c'est étonnant, mais pourquoi pas Il y a une querelle entre patrons, c'est ça qui est intéressant. En ce moment, il y a une querelle entre patrons, plutôt macronistes, et les autres qui ont clairement viré extrême droite. Cette querelle sauve, pour l'instant, l'affaire, en fait. Et donc, effectivement, on est dans une lutte au sein de cette classe dirigeante, dont une partie a déjà versé, une partie ne souhaite pas verser. Donc ça, c'est plutôt, je ne vais pas dire une bonne nouvelle, mais disons que oui, c'est ce qui nous évite une partie de l'abîme. Ouais. Bon, c'est pas totalement étonnant. C'est-à-dire, il y a quand même des valeurs qui sont des valeurs de la droite chrétienne, qui sont de la valeur de la droite gaulliste, qui n'existe plus en fait, cette droite républicaine. Elle a été bouffée par l'extrême droite. Donc non, il y a toujours des représentants qui sont là de cette droite centriste, de cette droite chrétienne en fait. Et ceux-là, voir l'extrême droite arriver au pouvoir, ils ont de la mémoire, c'est insupportable. Oui, et à voir ce qu'ils feront et à voir ce que Bolloré et le groupe Bouygues fera, notamment de quotidien, dans les prochains mois. Merci à vous trois d'avoir participé à ce décryptage. On aurait voulu encore une fois recevoir les patrons de Quotidien et de Bangoumi. L'invitation est toujours sur la table pour une prochaine émission et nous on se retrouve très vite pour un nouveau numéro d'Arrêt sur Image.